Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour et rebonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Anne Benz, animatrice technique du réseau 3R. Donc, c'est le 4e webinaire de ce cycle 2021 autour de la présentation des guides Recocrèche. L'idée, c'est vraiment de vous présenter cet outil à destination des professionnels. Là, on lance la 2e phase de ce cycle. La première, on a présenté les fiches Recocrèche qui ont été sorties cette année. Donc, le premier était autour des nuisibles et moustiques. Une 2e fiche sur nettoyage Covid, on prépare la rentrée. Et le dernier était sur les couches jetables. Là, on lance 2 sessions autour du guide Recocrèche 2, qui est le guide sur bâtir et rénover, pardon, un guide dédié à la construction et la rénovation d'établissements accueillant de jeunes enfants. Cette action, elle est portée par le réseau 3R. 3R, c'est l'association régionale des achats publics responsables donc de Nouvelle-Aquitaine. On fédère les acheteurs publics de toute taille et de tout territoire pour les accompagner dans leur pratique d'achat responsable. On agit autour de beaucoup de thématiques, notamment depuis plusieurs années. Donc voilà, on travaille beaucoup en partenariat avec des opérateurs et des financeurs. Et donc depuis 4 ans, on mène une action autour de la prise en compte des enjeux de santé environnementale, notamment dans les établissements qui accueillent de jeunes enfants. C'est un partenariat ARS donc avec l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine qui s'inscrit dans une stratégie régionale qui s'appelle la stratégie santé, environnement et petite enfance, et également le plan régional santé-environnement, c'est-à-dire que tous les outils que nous, 3R, on en a déjà parlé, on en reparlera, mais les outils 3R s'intègrent dans ce PRSE et ce sont des outils à destination des acheteurs publics. Et on travaille en coopération avec les opérateurs. En l'occurrence, pour Recocrèche, c'est l'association Écolandeuil qui missionne l'agence Alix. Donc, on a Anne Lafourcade aujourd'hui qui intervient pour l'agence Alix. Et puis, voilà, qui est ici. Et donc, merci. Et donc, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble et on est contente de travailler ensemble. Ça se passe très bien. Le guide Recocrèche 2, donc aujourd'hui, on va vraiment vous présenter le guide, sa structuration, le contenu technique. Et le prochain webinaire, donc du 3 décembre, on va vraiment faire un focus sur les achats publics. Il y a trois fiches dans ce guide qui sont dédiées aux achats publics, y compris les concessions. Donc, on vous invite, si vous avez autour de vos équipes, à inviter pour ce prochain webinaire les acheteurs publics, les acheteurs qui travaillent avec vous pour votre structure. On a commencé un petit peu en retard, donc je vais faire un peu vite. Donc, le réseau 3R, on travaille depuis plusieurs années aussi avec le cluster ODIS, qui travaille sur le bâtiment durable. Et vu le sujet du jour, on s'est dit que ce serait sympa d'avoir le regard aussi des professionnels de la filière bâtiment. Et c'est pour ça qu'on a invité David à venir faire un petit propos introductif. Donc, David, je te laisse la parole. Tu as 5 petites minutes pour introduire cette session du jour. D'accord. Merci beaucoup d'avoir donné l'opportunité effectivement de parler aux professionnels justement de ces questions-là liées à la qualité de l'air et à la santé de manière générale dans la construction. Alors nous, ODIS, on est le réseau de la construction et de l'aménagement durable en Nouvelle-Aquitaine. On est une association, un petit peu comme 3AR. On est présent sur 5 territoires, en tout cas 5 antennes, mais sur l'ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine. Donc moi, je suis sur Poitiers, mais il y a aussi Bordeaux, La Rochelle, Limoges et Anglet. Et l'idée, c'est que, vous l'avez peut-être vu un peu dans le chat, il y a certaines personnes qui sont autour de la table virtuelle qui sont adhérentes du réseau. Donc, du coup, l'idée, c'est qu'on a pas mal d'acteurs qui sont intéressés par les démarches de progrès environnemental au niveau de la construction. Alors, on a plusieurs manières d'agir et on vous en présentera peut-être 2 aujourd'hui. On a la démarche BDNA, qui est une démarche de construction durable qu'on vient de lancer, mais qui existe déjà depuis plus d'une dizaine d'années dans d'autres régions. Donc, je vois qu'il y a des personnes peut-être qui viennent d'Occitanie ou d'autres régions qui connaissent certainement cette démarche-là dans leur région. Et nous, elle vient d'être lancée officiellement le mois dernier. Et donc, on a, avec notre première commission qui a eu lieu à Poitiers, mais il y en aura d'autres du coup en novembre, des commissions. Et cette démarche, elle est inscrite autour de 3 axes qui sont un référentiel environnemental.
dont je parlerai un petit peu au niveau santé, un accompagnement autour de cet axe environnemental des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre pour pouvoir accompagner les bâtiments vers des bâtiments beaucoup plus environnementaux, en tout cas en termes de progrès par rapport à ce qu'ils auraient dû être au début. Et le troisième axe, qui est celui-là une innovation, c'est une commission qui a lieu sur les territoires. Donc le mois prochain, en novembre, il y en aura un sur Poitiers et un autre à La Rochelle, avec plusieurs projets différents, dont un voilà, super, merci, j'allais mettre le lien pour connaître la démarche. Là, ce site, il est très bien pour connaître la démarche BDNA, mais je ne vais pas en dire beaucoup plus. Donc, du coup, il y aura des commissions. Pour la connaître, c'est toujours mieux d'aller dans les commissions parce que c'est là où vous voyez un peu comment ça peut améliorer. Et donc, du coup, dans le cadre de cette démarche, nous, qu'est-ce qu'on met en avant? On met en avant certaines questions liées à la santé, notamment des questions liées à des volumes de renouvellement d'air. Donc ça, vous allez beaucoup en parler avec le guide Recocrèche parce que c'est des gros enjeux en termes de santé dans les crèches. On a aussi des enjeux par rapport aux matériaux qui sont utilisés, notamment à des matériaux sains qui peuvent être utilisés. Également des enjeux de maintenance parce que quand on va mettre par exemple des sujets de ventilation, des choses comme ça, ben, du coup d'avoir l'accès pour changer les filtres très rapide et très facile, et également voilà, enfin, on ait ce genre de sujet également, et également peut-être avoir la prévision de ce que les outils, les techniques vont générer en termes de maintenance, en termes de coûts et de difficultés également. Et on a d'autres enjeux qui sont très importants comme les enjeux de gestion de projet. Donc le fait d'avoir des gens dans ce webinaire, c'est très intéressant parce que du coup, vous prenez à différentes échelles. Je vois que il y a des acteurs très différents présents autour de cette table virtuelle. Et du coup, le fait de travailler ces enjeux de santé et d'environnement de manière avec plusieurs approches et de manière convergente, c'est toujours plus efficace. Donc, démarche BDNA. Et l'autre sujet dont je voulais vous parler, c'est aussi dans l'aspect comment dire, animation de notre association. On fait un certain nombre d'événements, donc des événements physiques et également des événements virtuels. On a eu cette belle idée lorsqu'on a eu des problématiques, je dirais, en termes d'animation l'année dernière. On a eu cette idée-là de faire, pas mal de webinaires et ça a très bien marché. Donc, on a les midis circulaires de la construction qui sont des webinaires qui ont lieu tous les mois. Donc, c'est très ambitieux ce qu'on fait avec 3R. Et qui durent une petite heure en général et qui sont enregistrés eux aussi. On vous enverra les liens pour que vous les retrouviez tous et qui vont s'axer sur un sujet particulier de l'économie circulaire dans la construction. Et pourquoi je viens là aujourd'hui, c'est pour vous parler du dernier, c'est-à-dire qu'il y en aura un là dans 2 semaines qui sera un retour d'expérience avec une façade, en menuiserie recyclée à Angoulême. Donc ça, c'est un retour d'expérience. Mais en décembre, on va avoir également un midi circulaire qui est consacré à la santé, économie circulaire et santé, et excusez du peu avec Suzanne Déhoux. Donc du coup, on est très fiers de ça. Donc du coup, voilà, super, avec les liens d'inscription, donc c'est super. Donc voilà ce dont je voulais vous parler. Je vous ai laissé aussi mes coordonnées, comme ça, si jamais vous avez des questions sur les questions environnementales, des choses que vous souhaitez faire, ou également des partenaires ou des adhérents que vous souhaitez contacter sur les questions environnementales ou de santé, ben, nous, on peut vous mettre également en lien, également un peu comme Anne le fait dans son réseau. Nous, on a un réseau qui est un peu plus large, un peu moins lié à la commande publique, mais du coup ça peut vous intéresser aussi effectivement voilà, de vous intéresser sur certaines questions, voilà, on est très accessible et donc du coup n'hésitez pas à nous solliciter sur le sujet qui nous passionne, vous en rendez compte. Merci David. Et effectivement, je précise aussi, c'est aussi un bon contact pour aller sourcer des entreprises innovantes qui proposent des alternatives, qui sont sur voilà, au sein de votre cluster, il y a quand même beaucoup de projets autour de la qualité de l'air intérieur, des projets de recherche et puis des entreprises aussi qui savent utiliser des matériaux performants. L'intérêt des midis circulaires, c'est la question de l'économie circulaire du déchet du bâtiment. C'est un vrai sujet et c'est un sujet qui s'intègre de manière réglementaire aussi pour les acheteurs publics. Donc, le fait de pouvoir, dans ce cadre réglementaire, intégrer de la santé publique, la santé environnementale, ça me semblait un sujet intéressant. Merci David. Je vais laisser la parole à Anne
pris un petit peu de retard, on est 5 minutes de retard, mais on va y arriver. Ça va. Nous présenter le guide Reco Crèche 2. Et donc, on vous a demandé, pour les personnes qui sont arrivées un petit peu après, avant de commencer le webinaire, on vous avait demandé si vous le vouliez bien de mettre le nom de votre fonction dans le chat, ce qui nous permet aussi de savoir un peu comment on pourra aussi adapter, comment Anne pourra adapter son intervention. Et puis, je vais regarder si vous avez des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas à les poser et on aura un temps de questions-réponses ensuite. Anne, je vais te donner la main. Merci. Hop. Il faut que je te trouve parce qu'on est plus nombreux que la dernière fois. Alors, hop là, t'es là. C'est parti. À toi. C'est parti. OK. Alors. Est-ce que vous voyez bien la présentation? C'est parfait. Merci Anne. Bonjour à tous et merci pour ces introductions. Donc je suis Anne Lafourcade, je dirige une agence qui s'appelle Alix et j'interviens dans ce projet depuis plusieurs années dans le projet Reco Crèche de l'ARS qui est notamment mis en œuvre par différents opérateurs dont l'association Écolandeuil comme tu viens de la citer Anne. Il y a en back-office mon associée Anne-Sophie qui m'aidera sûrement dans le chat aussi et vous donnera quelques contributions en cours de route dans le chat. Donc, on est parti pour une toute petite heure de présentation et puis surtout une large part, j'espère, de questions. Vous êtes nombreux et ça, c'est une bonne nouvelle et j'aime aussi la diversité de vos profils. Donc, on est là vraiment pour vous donner envie de lire le guide Reco Crèche 2 et je vais essayer de vous donner les arguments pour le faire. Si ma diapo veut zapper. Voilà. Donc, je vous ai expliqué qui on était. Donc, effectivement, on a un partenariat fructueux depuis plusieurs années avec 3AR sur toutes ces thématiques. Donc, le cadre dans lequel on intervient aujourd'hui, c'est le cadre de la stratégie santé-environnement petite enfance de l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui vise à limiter l'exposition à certaines substances présentes dans l'environnement intérieur des femmes enceintes et des jeunes enfants et effectivement la protection de la période des 1000 jours. Mais bon, vous êtes nombreux à être dans le domaine de la petite enfance, donc cette notion, elle vous est très familière. Donc, nous, on essaye de protéger en priorité cette période-là. Donc, on l'a fait dans un premier temps sur un guide qui s'appelle le guide Reco Crèche 1, qui a été largement diffusé sur la Nouvelle-Aquitaine et même ailleurs, et qu'on a écrit vraiment pour les directrices de structure, de façon très pragmatique et opérationnelle, mettre en œuvre les achats du quotidien et les pratiques du quotidien un peu différemment. Pour limiter l'exposition des enfants, effectivement, dans une gestion quotidienne de la crèche. Donc, ce guide a été publié en 2017, mais on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des sujets qu'on n'avait pas traités dans cette première version. C'est pour ça que dès fin 2017, début 2018, on a mis en œuvre un projet assez ambitieux pour aussi traiter d'autres types de pollution qui pouvaient être liés aux matériaux, à la construction et pourquoi pas aussi à certains moments où on rénove une crèche et aussi aux pollutions extérieures comme je vais vous l'expliquer. Et donc le premier volet qui traitait notamment de la vaisselle, de l'aération, de la façon dont on fait de la détergence, l'hygiène. Donc c'est vraiment les loisirs créatifs. Donc tout ça vous le retrouvez dans le guide, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais vous allez pouvoir, on va traiter d'autres sujets aujourd'hui, qui sont ceux du guide Reco Crèche 2. Alors, quels sont ces sujets qu'on a traités dans le guide Reco Crèche 2 ? En fait, ce sont des sources de pollution un peu différentes, notamment celles qui viennent de l'air extérieur et qui peuvent aussi polluer l'air intérieur. Donc, ça va être effectivement les réseaux routiers avec les particules fines, les pollens, qui peuvent être c'est pas de la pollution chimique, mais c'est quand même une pollution. L'historique des sols avec les sols pollués, la problématique radon selon la zone où vous vous trouvez. Et donc, effectivement, des produits chimiques qui peuvent passer de l'intérieur vers l'extérieur. La présence, par exemple, aussi de sols synthétiques à couler qui sont à l'extérieur sur les structures de motricité. Et puis, les aléas climatiques, dont notamment les pics d'ozone qui peuvent aussi amener leur
part de pollution. Puis quand on regarde à l'intérieur de la crèche, il y a des choses qu'on n'avait pas traitées dans le quotidien. C'était par exemple l'ameublement et les systèmes de ventilation qui peuvent aussi générer de la pollution intérieure. Donc à l'ameublement, là, je cite par exemple les phtalates et les retardateurs de flammes polybromés qui sont deux catégories de substances qui peuvent être préoccupantes, notamment sur les questions de perturbations endocriniennes. Donc ça, c'était les polluants auxquels on s'est adressé. Puis on a aussi regardé un peu plus loin, on s'est posé la question de la proximité géographique de vos structures, avec par exemple la proximité des stations-service, c'est le risque benzène, les pressings avec le perchloro. Bon, ça c'est marginal hein, maintenant. La présence d'usines ou d'incinérateurs, évidemment l'agriculture, et puis les questions liées par exemple aux ondes à proximité d'un établissement accueillant des publics sensibles. Donc, quelle a été notre méthode pour mettre en place ce guide? On a voulu aller sur le terrain au plus vite. Donc, on a pris 11 crèches partenaires sur donc des crèches municipales neuves ou à bâtir ou à rénover. Et on est venu les visiter, les auditer pendant les travaux ou juste après les travaux ou en période en phase projet, de manière à identifier toutes les bonnes pratiques qui étaient déjà en place, mais aussi les difficultés à mettre en œuvre des questions de santé environnementale. Voilà. Et ensuite, il y a toute une partie technique avec un comité de pilotage et des experts rédacteurs et relecteurs. Donc voilà la liste des crèches partenaires qu'on a auditées ça nous a pris presque 2 ans. Je crois que j'ai vu dans la liste une des personnes qui a participé à La Rochelle, Madame Cormeret, voilà, qui en a fait partie. Donc c'était la crèche Passerelle. Et voilà, donc c'est une belle représentativité de la région, comme vous pouvez vous en rendre compte. Au niveau du comité de pilotage, on avait des personnes de l'ARS, de la PMI, de la CAF. Ça, c'était important parce que ces personnes-là sont effectivement souvent dans le comité qui va initier ou valider les projets de crèches neuves. Donc, c'était important d'amener aussi les PMI et la CAF dans ces thématiques-là. Après, au niveau des relecteurs, on a essayé de chercher des experts de chacun des sujets qu'on traitait, parce qu'on n'est pas nous-mêmes experts de tout, de manière à avoir des données et des liens dans ce guide les plus pertinents possibles. On peut par exemple citer la contribution du CSTB sur les questions de qualité de l'air. Alors, qu'est-ce qu'il fallait retenir de ces diagnostics quand on a été sur place? On est arrivé, on a regardé ce qui se passait pendant les travaux, pendant la phase de conception, à la livraison. On s'est rendu compte, la première chose, c'est que l'impact de l'environnement extérieur sur l'intérieur, on était lucide sur le fait qu'il pouvait y en avoir un, mais les collectivités qu'on a accompagnées avaient du mal à trouver la bonne ressource, elles ne savaient pas toujours où chercher, devant aussi parfois le foisonnement des rapports qui pouvaient exister sur ce sujet-là. Ce deuxième sujet qu'on a mis en avant, c'était la question des matériaux. Souvent, les spécifications techniques sont disponibles, mais elles sont mal comprises. Les rédacteurs des CCTP, des cahiers des charges, reportent des indications parfois un peu trop floues, et du coup, il y a une grande difficulté à vérifier la conformité des matériaux pendant le suivi d'exécution sur site. Les collectivités n'ont pas toujours des gens pour aller faire des visites de contrôle sur ce point-là, et donc on a un peu une perte de données et une perte de pertinence, comme on va le voir tout à l'heure. Troisième constat, c'était sur la ventilation. Donc, effectivement, les crèches neuves sont équipées de plus en plus avec des ventilations performantes, hein, comme des VMC double flux. Mais parfois, l'expertise technique n'est pas toujours là, parce que la maîtrise des artisans n'est pas toujours la même, et il peut y avoir des difficultés à l'installation et des erreurs qui sont faites, et après qu'on se traîne pendant toute la vie du bâtiment avec un bâtiment qui dysfonctionne, par exemple avec une ventilation qui fait trop de bruit et qui fait que les usagers l'éteignent, ce qui est vraiment pas l'objectif effectivement en termes de qualité de l'air intérieur. Enfin, sur l'achat des meubles et des accessoires de périculture, on s'est rendu compte qu'il y avait une grande difficulté de sourçage liée au fait que finalement les meubles ne bénéficient pas d'une réglementation très, très exigeante, et on a du mal effectivement à connaître la composition des meubles, ou par exemple du plastique, et aller chercher des références moins nocives, c'est pas quelque chose de facile du tout pour les acheteurs.
Donc, je vais vous faire un petit tour de quelques photos des crèches qu'on a auditées et d'autres crèches aussi pour vous montrer un peu la variété de ce qu'on peut rencontrer. Donc, déjà, la gestion des extérieurs avec des extérieurs enherbés et des extérieurs où il y a un recours avec un peu beaucoup, parfois vraiment beaucoup de sol amortissant. Je vais y revenir après. Donc, ça, c'est un premier cas. Il y a des extérieurs où on gère bien l'ombrage en conservant des arbres en mettant en œuvre des préaux comme c'est le cas ici, ce qui est aussi un sujet qui nous intéresse et qui est dans le guide de manière partielle par rapport notamment aux enjeux de réchauffement climatique. En tout cas, remettre les enfants dehors, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui s'invite de plus en plus dans les sujets de la petite enfance. On retrouve des éléments là-dessus. Vous n'êtes pas sans ignorer que les métiers de la petite enfance ont subi une réforme très importante au mois d'avril avec au mois de septembre, début septembre, avec des nouveaux décrets qui sont parus vous concernant. Il y a notamment un guide bâtimentaire qui vous concerne et qui effectivement remet un peu à la lumière sur le fait de l'importance de mettre les enfants dehors. Tout simplement, quand ils sont dehors, ils ne sont pas dedans. Dedans, l'air est généralement beaucoup plus pollué qu'à l'extérieur. Et si en plus on fait un effort effectivement en termes d'ombrage et de végétalisation, on peut aussi imaginer tous les bienfaits que ça peut avoir, notamment sur leur microbiote. Si ce sujet vous intéresse, on pourra en dire un mot tout à l'heure. Donc voilà, il y a des crèches aussi qui choisissent le bois. C'est marginal, mais ça existe. Et puis effectivement, il y a des crèches qui peuvent choisir de mettre par exemple ces revêtements à base de pneus recyclés un peu partout. Et puis là, je vous ai mis un peu la photo du petit pied de l'enfant qui a couru une heure sur ce revêtement. Donc, vous voyez, il y a quand même des résidus. Bon, ça, c'est un autre exemple. C'est pareil, c'est des petites dalles qui se décomposent et ce sont des petites dalles qui se décomposent et qui viennent aussi salir le petit garçon ici. Pourquoi je vous parle de ça? C'est un exemple. Je vous rappelle juste que ces sols mous, ils sont à base de pneus recyclés et que l'ECHA, donc c'est l'organisme qui s'occupe des produits chimiques en Europe, rappelle que pour ce genre de produits, il y a des doutes et qu'ils nous conseillent de se laver les mains après avoir joué dessus, de nettoyer les plaies ou les coupures, d'enlever les chaussures, si on rentre chez soi pour ne pas amener les granulats, ne pas les porter à la bouche. Donc, vous imaginez bien que ces choses-là, quand elles sont présentes dans les établissements petite enfance, c'est quand même très dur de respecter tout ça, sachant que les enfants portent tout à la bouche. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, nous, dans ce guide-là, on a aussi pris en compte la spécificité des expositions des enfants, des 3 sources, puisqu'ils sont à la fois en source respiratoire, donc pour la qualité de l'air intérieur, voilà, c'est une exposition classique, mais on est aussi intéressé par les expositions cutanées et les expositions digestives qu'il ne faut pas négliger en petite enfance. Voilà, je continue ma balade. Une très jolie crèche, là on est à Jonzac, au milieu des coquelicots. Donc ça, c'est pas mal du tout. Mais c'est vrai que dans nos régions, spécialement bordelaises, on a aussi ces crèches qui sont très jolies aussi, mais qui sont au cœur des vignes. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Je ne sais pas si vous voyez sur la diapo de droite, on voit la petite tête de l'enfant là. Donc quand les fenêtres sont ouvertes, il est à moins de 3 mètres des premières vignes sans aucune haie. Donc évidemment, là, on peut se poser la question de ce qui se passe le jour où il y a des épandages. Voilà, puis toujours, je continue mon tour du dehors avec effectivement des établissements qui choisissent de coûte que coûte de garder des extérieurs avec des bacs à sable, par exemple, qui choisissent coûte que coûte de mettre les enfants dehors, même quand il pleut. Donc tout ça, c'est aussi pour vous dire que vos pratiques peuvent aussi évoluer de manière à moins exposer les enfants. Après, ce sont les choix aussi qui sont faits à l'intérieur. Ça peut être beaucoup de plastique ou très peu. Ça peut être juste des matelas sur le sol. Comme vous le voyez, ça peut être des structures rembourrées. Mais ce sont des structures rembourrées qui sont forcément inifugées avec quelque chose et qui sont qui sont en plastique mou, donc avec des plastifiants qui peuvent notamment être de la famille des phtalates qui sont des molécules qui peuvent nous inquiéter. Voilà, après, il y a aussi ce genre de photos, toujours le recours au matériel de motricité du même ordre, plastique et plastique mou et mousse, ou des structures qui renoncent à l'utilisation de ces produits. Donc, c'est sûr que c'est 2 approches différentes, puis il y a aussi un risque mécanique les enfants se cognent plus quand c'est sur des supports durs.
mais c'est une possibilité. Voilà, puis il y a aussi le nombre de ces tapis ou le choix de n'en avoir pas du tout, comme c'est le cas à droite. Après, nous, on s'est aussi baladé dans les cuisines, évidemment, en se posant la question, par exemple, des produits détergents. Ça, on l'a fait dans le guide numéro 1, mais on a quand même regardé dans le guide numéro 2 parce qu'on s'est rendu compte qu'une collectivité peut parfois avoir des délégations de services publics sur certaines zones de la crèche. Là, en l'occurrence, c'était un délégataire qui s'occupait de la cuisine. Donc, dans le cahier des charges du délégataire, il n'y avait aucune demande spécifique sur le nettoyage de la cuisine. Et donc, on s'est rendu compte que la cuisine était nettoyée par l'organisme délégataire avec un produit extrêmement dangereux. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un produit qui peut être mortel avec le logo, le pictogramme CMR. Et donc, c'était le produit qui était utilisé au quotidien dans cette crèche. Je rajoute le fait que c'était une crèche qui était une cuisine qui était ouverte. Donc, le pchit, il allait pouvoir se diffuser dans toute la pièce. Les molécules, elles ne disparaissent pas. Hein. C'est pas parce qu'on on donne un coup de spray et qu'on ne voit plus que les molécules ne sont pas là. Donc ça voulait dire qu'effectivement, il y a eu quelque chose qui a pas été maîtrisé par la collectivité dans son contrat de délégation de service public sur la cantine ou de prestations. Hein. Voilà, autre exemple, une crèche toute neuve qui vient d'être terminée et on se rend compte que dans les produits, dans le placard de produits, on trouve un produit improbable qui est un désodorisant très puissant et qui lui aussi est CMR, cancérigène, mutagène, reprotoxique et c'est un produit qui a été laissé là par les ouvriers quand le chantier a été fini, mais on l'a quand même gardé au cas où. Donc, garder ce genre de produits au cas où et risquer de les utiliser, ou même savoir qu'au niveau du chantier, on a utilisé des produits comme ça sans qu'ils soient probablement rincés et que les enfants arrivent très vite derrière, là aussi, c'est quelque chose d'inquiétant. Voilà, après un autre tour dans les côtés plus techniques, voilà, vous voyez à gauche un système de VMC absolument gigantesque et très bien conçu dans une crèche. Et puis à droite, on est dans une crèche où c'est plus difficile. On est dans un rez-de-chaussée. Donc vous voyez, avec une ouverture possible des fenêtres qui est extrêmement limitée. Vous voyez, ce sont des angles tout petits. Donc là, pour le coup, la ventilation n'est pas facile du tout par rapport au scénario à gauche où effectivement, il y a un système de VMC double flux très performant. Donc vous voyez que tout le monde n'est pas à égalité dans ce petit tour de photo. Donc, qu'est-ce qu'on en a tiré de tout ça par rapport à la santé environnementale? On en a tiré plusieurs conclusions. La difficulté à impliquer tous les métiers. Souvent, les décisions sont un peu diluées. Il y a des responsabilités un peu partout et puis du coup, personne n'est responsable de rien. Et parfois, on en arrive à une chaîne d'événements où on ne sait plus pourquoi on a pris une décision parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués. La seconde difficulté, c'était connaître, maîtriser et même avoir le temps de lire les documents et les réglementations pertinentes. Par exemple, comment trouver les bonnes informations sur la toxicité d'une peinture, quel est le document, à quel document se fier. Souvent, on s'arrête à la fiche commerciale sur un produit, mais c'est souvent pas suffisant. Hein. Il y a un micro qui s'est allumé. Anne, Merci. On fait de la pollution. Merci. Voilà. Troisième chose, difficulté à traduire les intentions parce qu'il y a des collectivités qui sont tout à fait motivées pour intégrer de la santé environnementale dans leur cahier des charges, mais après, qu'est-ce qu'on demande, comment on le demande, tout en étant respectueux du marché public. C'est pour ça que c'est un sujet qui est très important et c'est pour ça qu'on a voulu avec Anne consacrer l'intégralité du webinaire suivant à ces questions-là. Enfin, difficulté de mise en œuvre aussi en suivi d'exécution. Est-ce qu'on est sûr que le chantier est conforme à ce qu'on voulait? Est-ce que le bâtiment livré est conforme à ce qu'on voulait? Est-ce qu'on a fait des mesures? Est-ce qu'on est sûr d'avoir des bons débits d'air? Voilà, donc c'est des questions auxquelles on ne répond pas toujours et donc on ne voit pas au bout de ce qu'on souhaite. Donc, à la lumière de tout ça, on a choisi de donner au guide une forme un peu particulière. C'est la forme fiche métier. Il y a deux entrées. Il y a une entrée métier et une entrée technique, avec des fiches métiers et des fiches pratiques. Donc, les fiches métiers, c'est qu'on s'est dit que comme vous êtes
tout un tas de, et là on le voit bien quand j'ai lu vos profils là, il y a tout un tas de métiers qui gravitent autour de ces décisions de santé environnementale liées au bâti, à la réno. Du coup, on s'est dit, on va vous proposer des entrées métiers pour vous dire chaque métier peut agir pour limiter l'exposition des enfants. Donc, on a essayé de vous dire dans quelle mesure vous pouviez agir suivant le métier que vous exerciez. Donc, on a une fiche pour les élus, les maires, les présidents de communautés de communes. On a une fiche spécifique pour les coordinateurs petite enfance des collectivités, les directions de structures petite enfance, les programmistes, les architectes, les directeurs des services techniques de la collectivité, les artisans et entreprises du bâtiment, les entreprises qui créent des crèches clés en main, les acheteurs publics, les membres des conseils d'administration pour les crèches associatives ou les crèches gestionnaires de crèches municipales, les référents techniques des PMI, parce que souvent ils sont évidemment impliqués dans la validation de projets de nouvelles structures, et évidemment les parents aussi qui sont des parties prenantes importantes dans ce groupe de personnes qui peuvent agir en santé et environnement. Donc, je vais marquer une petite pause. Anne, qu'est-ce que tu me... On s'était dit qu'évidemment, on n'allait pas passer les 12 métiers, mais on va essayer, selon la représentativité des personnes, on va peut-être traiter 2 fiches. Ouais, je viens de refaire le tour. Je vois quand même beaucoup de directrices d'établissements, de structures. Je dis directrices parce que j'ai vu que des femmes. Et puis voilà, au niveau de service petite enfance, service enfance, coordination petite enfance. Et après, on a aussi des coordinations santé au sein de la collectivité. Donc, je pense que les fiches 2 et 3 sont pas mal. Et si quelqu'un a envie d'en balayer une autre exprès aujourd'hui, et ben vous le mettez dans le chat et on le fera à la fin. Ouais, très exactement. Bien. Ouais. Donc, alors moi, je vais aller voir la fiche coordinatrice et directrice, mais comme d'habitude, c'est vous les plus motivés. Et je vous connais bien parce que je vais beaucoup sur le terrain et je sais votre motivation sans faille. Maintenant, pour que ça marche, vous allez vous épuiser si vous êtes toute seule. Donc, moi, je vais vous demander, à la sortie de ça, j'espère qu'à la sortie de ce webinaire, vous aurez envie d'aller prendre la petite fiche élu, maire et d'aller la poser sur le bureau de votre élu référent, parce que c'est important de les avoir dans le projet, même si c'est vrai, ils ne sont pas toujours nombreux à être connectés sur ce genre de webinaire. Donc, voilà, ça c'est la fiche du maire. On la passe alors. Donc, moi, je vais passer à la fiche sur le coordinateur. Là, pour le coup, c'est un monsieur avec une queue de cheval, mais c'est bien coordonné. C'est aussi un métier qui se conjugue au masculin. Il y en a quelques-uns. Donc, comment est constituée la fiche? Donc, nous, on vous dit, voilà ce que vous pouvez faire pour agir sur la santé des enfants. Et puis, à chaque fois, on va vous mettre des liens vers les fiches techniques pertinentes pour aller plus loin. Donc, par exemple, quand on est coordinateur petite enfance, ben déjà, il faut vraiment que vous participiez à toutes les réunions dès les premières phases du projet, parce qu'il faut que vous donniez vraiment votre cahier des charges de manière précise au maître d'œuvre, maître d'ouvrage, parce que changer les choses une fois qu'on est déjà sur le chantier, c'est plus possible. Donc, vraiment, impliquez-vous et allez dans les réunions. Imposez-vous parfois, parce que vous ne serez peut-être pas toujours invité par les services techniques, mais c'est important que vous soyez présent. Voilà, écoutez les besoins de votre personnel, évidemment. Et puis bien demander au maître d'œuvre ou à l'assistant à la maîtrise d'ouvrage d'intégrer ces besoins dans le cahier des charges le plus tôt possible pour que vos besoins ne soient pas oubliés et qu'on ne se retrouve pas parfois avec des choses un peu fantaisistes au gré des idées de l'architecte, mais qui ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre. J'ai un exemple qui me revient souvent, qui n'est pas tellement de santé environnement, quoique, c'est que souvent, beaucoup d'architectes proposent des grandes salles avec des toits cathédrales comme ça qui font 3 ou 4 mètres de haut, et c'est vrai que les enfants, ça les angoisse, ils aiment bien des choses plus cocooning, et souvent les personnes qui travaillent dans ces locaux-là sont pas très contentes, et puis même en termes phoniques, elles auraient préféré quelque chose de moins cathédral, mais c'est pas toujours le cas, effectivement, parce que les architectes trouvent ça joli. Donc, c'est aussi discuter de toute cette vie du bâtiment et le confort de vie dans le bâtiment.
Voilà, veillez au respect des réglementations spécifiques petite enfance. Vous devez être garante de ces réglementations. Comme je vous le disais, le référentiel bâtimentaire, il vient d'être remis à jour. C'est important que vous ayez les éléments dedans et vous allez pouvoir vous y référer à ce référentiel-là de manière à ce que l'architecte ou le maître d'ouvrage vous propose quelque chose qui soit bien cohérent avec au moins la réglementation petite enfance. C'est un minimum, notamment la taille des dortoirs par rapport aux enfants. Ensuite, une fois que l'architecte et le maître d'œuvre sont choisis, il faut vraiment, vous pouvez lui proposer d'organiser des visites de structures petite enfance, les vôtres ou celles que vous avez peut-être, dont vous avez la connaissance qui vous semble intéressante pour illustrer vos besoins ou peut-être pour illustrer les choses que vous ne voulez vraiment pas. Si votre architecte n'est pas habitué à travailler dans le domaine de la petite enfance, il faut qu'il s'imprègne quand même du domaine. Voilà, s'appuyer sur vos PMI pour aussi transmettre aux maires et aux élus les bonnes pratiques. Voilà, c'est par exemple de dire oui, la PMI, elle connaît bien les sujets de santé et environnement, elle est impliquée et je souhaite vraiment avoir un extérieur qui intègre un maximum de végétaux pour le bien-être des enfants. Donc défendre votre position en vous appuyant sur des expertises comme celle de la PMI. Alors spécifiquement en Gironde, on a une PMI maintenant qui a participé à ce projet Reco Crèche 2, donc ils sont vraiment très très moteurs. Mais normalement, d'autres PMI aussi s'y mettent, puisque je vous le disais, c'est dans l'air du temps, de toute façon, dans le domaine de la petite enfance. Et voilà, être vigilance aussi au moment de vigilant au moment de l'aménagement et du déménagement. Vous avez la main aussi pour organiser le déménagement. Donc, il faut vraiment que vous prévoyez, par exemple, du temps pour pas intégrer des locaux tout neufs avec des enfants où on a de la peinture fraîche, par exemple, où on a des matériaux qui viennent d'être posés et qui vont être très émissifs dans la première phase avant d'avoir eu le temps de dégazer. Donc, vraiment, de penser santé environnement aussi dans votre rétro-planning d'aménagement, réaménagement de la structure neuve ou à rénover. Donc ça, c'était pour le coordinateur. Et maintenant, on passe à la directeur ou directrice de structure. Donc, et Anne, je ne sais pas si tu as vu, mais tu auras une troisième fiche à aborder aussi, c'est le numéro 6, parce qu'il y a eu pas mal de demandes. C'est quoi la 6? Parce que je ne sais plus ce que c'est en services techniques. Directeur des services techniques. Ben, on ira sur la 6. Alors, qu'est-ce que je peux faire quand je suis directrice? Ben, je peux mettre en place avec mes collaborateurs des procédures pour gérer au mieux l'aération. Donc, on arrive dans une nouvelle structure où on rénove. Donc, effectivement, il y a parfois un peu plus de pollution. Donc, il faut bien s'adapter à ça. Et puis, de toute façon, l'aération, à le vent en poupe avec la petite problématique de virus qu'on a en ce moment. Donc, il faut continuer à surfer là-dessus et à aérer beaucoup. Ça, c'est important. Voilà, vous allez voir dans le guide qu'il y a des éléments où vous pouvez vous informer, vous tenir au courant sur les pics d'ozone ou les pics particules fines, les alertes pollen. Et du coup, vous avez pu avoir des alertes SMS sur vos téléphones et de manière à gérer les sorties des enfants en fonction de ça. Vous avez aussi l'obligation d'alerter votre gestionnaire de collectivité, d'assaut ou d'entreprise s'il y a des pannes, les pannes de ventilation notamment, des ouvrants bloqués, toute autre panne qui peuvent avoir une incidence sur la qualité de l'air intérieur. Donc ça, vous avez la main sur ça, sur alerter et surtout les titiller un peu pour qu'ils viennent réparer parce que ça, c'est toujours difficile. Être attentif à la qualité des achats courants, par exemple les meubles et les matériaux, les petits matériels que vous pouvez acheter. Hein, donc ça, et puis, alors c'est vrai que c'est difficile hein, parce que dans les catalogues, on n'a pas beaucoup d'informations sur les meubles qui soient vraiment meilleurs pour la santé. C'est encore une fois une réglementation qui est un peu qui est pas suffisante. En revanche, vous pouvez tout simplement déjà mettre une procédure en place sur les meubles neufs pour déjà les déballer ailleurs et les faire dégager dans une pièce qui n'est pas la pièce de destination, parce que je vous rappelle que les molécules, elles vont sortir des meubles neufs, effectivement, les COV, et vont se poser, notamment sur les murs, les poussières de la pièce de destination. Après, si les enfants viennent et vont manger ces poussières, puisqu'ils touchent à tout, et portent tout à la bouche, il y a un vrai risque. Donc, c'est vraiment de faire ce sas de dégazage. Alors, le décret de la qualité de l'air intérieur hein, du gouvernement dit 1 mois, hein, 1 mois de dégazage de ces meubles. Donc, si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais tout ce que vous pourrez faire sera toujours bénéfique. Par exemple, juste déballer à l'extérieur et pas déballer à l'intérieur de votre structure. Voilà, refuser des travaux en présence des enfants.
Ça, ou à leur proximité. Donc ça, c'est vraiment ne pas laisser des artisans travailler juste à côté des enfants. Ça, même si des fois c'est difficile hein, en termes de gestion, voilà, ça c'est quand même quelque chose qu'il faut essayer d'éviter. Et puis faire de temps en temps un état des lieux sur comment se porte votre matériel de puériculture, notamment les tapis qui sont en mousse, qui sont abîmés. Si on voit la mousse apparente, si elle commence à se dégrader, il faut quand même s'en débarrasser. Et puis finalement réaménager au fur et à mesure la crèche en n'achetant pas forcément toujours tout ce plastique mou et tous ces matériaux mousse parce qu'ils peuvent contenir des phtalates et d'autres substances qui peuvent être inquiétantes. Donc ça veut dire peut-être renoncer à en utiliser un petit peu moins. Et puis si vous êtes en grande proximité agricole, il y a des choses à mettre en place avec votre équipe pour limiter l'exposition des enfants, notamment dans la gestion de la relation avec l'agriculteur. Selon le département, il a obligation de vous informer du moment où il fait ses épandages, mais vous pouvez aussi, par dialogue, par l'écriture d'une charte, mettre en place cette alerte épandage. Et puis, ça peut être avec votre équipe de systématiquement, s'il y a eu un épandage, de bien passer au jet d'eau l'ensemble des toboggans extérieurs, de manière à essayer de ne pas laisser ces produits sur les structures de motricité ou de jeu des enfants à l'extérieur. Alors, je passe tu m'as dit directeur des services Celle-ci, techniques. exactement. Bon, après, c'est la dernière, hein, parce que sinon, je ne vais pas tenir mon timing. Non, c'est bon, c'était la demande. Non, mais si j'aurais encore j'ai un peu de temps derrière, je continuerai. Donc, voilà, en fait, je vous donne des exemples. Hein. C'est pas exhaustif que je dis. Vous voyez bien qu'à chaque fois, sur la droite, vous avez un lien vers toutes les fiches. Et les fiches développent les sujets de manière beaucoup plus importante que ce que je suis en train de le faire. Donc, qu'est-ce que fait le directeur des services techniques dans tout ça? Il participe lui aussi aux réunions parce qu'il est concerné par le bâti et il en aura la gestion. Donc, c'est important qu'il soit dedans dès le début. Il s'assure du respect de la réglementation relative à la surveillance de la qualité de l'air intérieur. Alors, ça dépend des collectivités. C'est pas toujours les directeurs des services techniques qui sont en charge, mais en tout cas, il y a un décret auquel vous êtes soumis hein, sur la qualité de l'air intérieur. Et c'est quand même bien que vos services le maîtrisent et en comprennent les tenants et les aboutissants parce que ça vous concerne dans la gestion, notamment dans la gestion des ouvrants ou de la ventilation. Voilà, mettre en place des procédures, des contrats de maintenance, des cahiers d'entretien. Donc, je sais que ça, c'est un peu des trucs basiques, mais c'est important, notamment sur quand vous achetez des appareils, il faut qu'ils soient bien entretenus. Hein. Une ventilation double flux qui n'est pas entretenue, ça peut avoir un contre-effet, hein, c'est pas toujours aussi bénéfique que ça, donc il faut qu'elle soit propre. Donc ça, c'est capital. Réagir rapidement quand une direction de structure vous informe d'une panne de ventilation ou une fenêtre qui s'ouvre pas ou une fenêtre cassée, parce que les fenêtres et les aérations impossibles, c'est tout de suite beaucoup plus de pollution. Voilà, informer les équipes qu'il y a des petits travaux qui doivent être faits et vous organiser du coup en amont pour pas le faire en proximité des enfants. Il faut trouver des solutions et pas se dire oh on n'y arrive pas, c'est pas possible. Ça c'est pas recevable parce que vraiment il y a des produits qui sont beaucoup trop dangereux, polluants pour les petits enfants. Voilà, exprimer aussi pour l'achat les petits travaux, vous posez la question de ce que vous utilisez comme peinture. Donc parfois vous avez tout est sous contrat avec des prestataires, mais aussi parfois pour les tout petits travaux, vous les faites vous-même. Si c'est le cas, il faut faire attention quand même à ce que vous utilisez comme produit. Hein. Là aussi, par exemple, choisir des peintures avec des labels. Voilà, chercher des solutions avec les petites enfances pour déballer ces produits-là. C'est pas que des fois elles vont pas avoir la possibilité de faire dégazer dans une pièce de leur crèche. Donc c'est se demander si au niveau global de la collectivité, est-ce que les meubles neufs peuvent subir une quarantaine dans un local bien ventilé ou dans un entrepôt, de manière à ce que ce dégazage puisse se faire. Voilà, puis après, quand on vous demande de choisir, d'aménager des espaces extérieurs, ces enfants, ne pas se précipiter sur les sols synthétiques. Évidemment, c'est hyper pratique, hein, mais renoncer aux espaces verts parce qu'il faut les entretenir,
C'est évidemment séduisant comme idée, mais ça va pas du tout dans le sens de la santé, hein. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Donc, et vraiment maintenir des espaces verts au sein d'une collectivité, même si c'est chronophage, c'est une vraie question de santé publique. Et voilà sur mes 3 fiches. Merci Anne. Est-ce que vous avez, on peut peut-être déjà, est-ce qu'il y avait des questions? Il y avait une question sur tu as pas mal parlé de dégazage, de temps entre le moment où on installe les meubles et la fin des travaux. Donc, quel est le temps idéal dans le Alors, rétroplanning, dans l'installation des enfants? donc c'est vrai que c'est le temps indiqué dans c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les experts du sujet, c'est le temps indiqué, c'est 4 semaines. Alors quand on aménage dans une crèche neuve, ça peut être possible parce que généralement on a un endroit où on est encore, donc on peut essayer de pondérer le déménagement. Mais c'est de la logistique, hein, mais si on peut l'inclure dans le rétro-planning, c'est idéal, vraiment important. On Ok, passe aux super. fiches pratiques? Ouais, super, parfait. Merci Alors, beaucoup. du Les coup, les fiches témoignages sur le côté, on le regardera tout à l'heure. Ouais, vas-y. Ouais, je regarde l'heure, mais voilà qu'on est encore, on se prendra un peu de temps, on aura une petite demi-heure pour discuter, peut-être 20 minutes pour discuter tout à l'heure. Donc, quelles sont les fiches pratiques et quelles sont les informations que vous allez trouver dans la partie pratique? Donc, on a une fiche sur l'implantation du bâtiment, c'est-à-dire où est-ce qu'il se trouve, quel est l'historique de son sol, par exemple, quelles sont les proximités qui peuvent être dangereuses ou inquiétantes, notamment par exemple sur je vous parlais des ondes, est-ce qu'il y a eu des usines dans le coin qui ont fermé il n'y a pas longtemps? Enfin voilà, ce genre de questions. Ensuite, vous avez une seconde fiche, et puis ça pose aussi la question finalement pour la collectivité de est-ce que c'est une bonne idée de m'implanter mon bâtiment sur une friche industrielle ou ce genre de questions-là. Voilà, après se poser la question du voisinage agricole et de la cohabitation avec le voisinage agricole. Si on n'a pas le choix, il y a des collectivités en Gironde ou des vignes, il y en a partout, partout, donc c'est un peu difficile de positionner sa crèche ailleurs que près des vignes, mais du coup, il faut le gérer. Ensuite, on a deux fiches sur la construction, un volet matériaux, un volet sur la ventilation. On a une fiche spécifique aux questions liées à la rénovation, habilitation, réaffectation des locaux. On a une fiche qui s'appelle Retourner dehors. Je crois que vous avez compris dans mon propos depuis le début que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et qui nous tient tous à cœur pour améliorer la santé des enfants. La vigilance sur les aménagements extérieurs, du coup, c'est bien de retourner dehors, mais dans quelles conditions? La vigilance sur les équipements intérieurs, par exemple, quand on achète une clim, à quoi faut-il faire attention? La vigilance sur les meubles et accessoires de périculture quand on achète. La fiche vigilance déménagement, réaménagement, bah oui, parce que quand on déménage, effectivement, on peut déménager dans un autre local de manière ponctuelle. Il faut aussi que ce local soit géré. Il ne faut pas qu'il soit trop exposant pour les enfants, par exemple. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on réaménage? Ensuite, on a l'intégration dans la nouvelle crèche. Et ben ouais, une nouvelle crèche, c'est le moment de mettre en place des nouvelles pratiques, notamment de changer la façon dont vous nettoyez votre structure. Et puis, je fais une petite pause. Anne, tu veux peut-être faire le teasing de ta partie. Donc, en fait, les 3 dernières fiches, elles sont dédiées aux acheteurs. Exactement. Donc, on a une fiche sur les marchés de maîtrise d'œuvre, une sur les marchés de travaux et une sur la délégation de services publics. Donc, avec voilà. J'ai envoyé le lien là vers le guide Reco 2. Vous pouvez déjà aller voir, mais on rentrera dans le détail pour le prochain webinaire qui sera le 3 décembre. Et j'espère avoir quelques témoignages d'acheteurs qui ont des choses à vous partager. Donc, on parle vraiment à chaque étape de l'acte d'achat, de la phase de définition des besoins jusqu'au suivi d'exécution, parce que on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Ce matin, j'avais un rendez-vous, on parlait des sols mous. Je ne sais pas si tu en parleras, mais bon, effectivement, le suivi d'exécution, il est important parce que parfois, on demande quelque chose et puis on n'est pas sûr de ce qui a été posé en réalité. Donc, il y a certaines bonnes petites pratiques à avoir. Donc, on va vous présenter tout ça la prochaine fois. Très bien. Donc, alors, je pars sur la présentation synthétique des fiches pratiques. Donc, les fiches pratiques, elles sont faites de cette manière. Vous avez toujours un petit constat d'où on part et pourquoi on traite ce sujet. Ensuite, vous avez des différentes recommandations sur ce que vous pouvez faire.
de manière technique et vous allez toujours avoir dans la marge l'ensemble des liens pertinents qu'on vous a trouvés pour aller plus loin sur un sujet si vous voulez creuser. Là, par exemple, c'est le sujet des aménagements extérieurs. Eh ben, on va vous donner un document qui va vous dire à partir de quel moment les sols amortissants sont obligatoires en fonction de la hauteur de chute potentielle des enfants. Ça vous permet de savoir si vous achetez un toboggan qui fait moins un mètre de chute, par exemple, ou 50 cm de chute, c'est pas la peine de mettre un amorti très important. Par exemple, un terreau naturel ou du gazon, ça peut suffire. Voilà, donc, et à chaque fois, vous allez avoir des guides, par exemple, à droite, vous voyez, il y a une question sur le pollen et le risque allergique. Et ben, vous allez avoir le lien pour aller vous abonner aux alertes sur la surveillance des résidus de pollen dans l'air, de manière à ce que vous puissiez vous alerter si jamais il y a un épisode et du coup de mettre en œuvre certaines activités, recommandations de manière à limiter cette exposition. Notamment, il y a aussi le choix des essences que vous allez mettre en œuvre dans votre jardin. Un point sur le moustique tigre aussi, évidemment, parce qu'il ne faut pas l'attirer, parce qu'on a des cas notamment près de Toulouse, où ils n'arrivent même plus à sortir les enfants pendant 4 mois dans l'année tellement il y a de moustiques tigres. Donc, il faut aussi, c'est un vrai risque, c'est un vrai frein au fait de retourner dehors. Donc voilà, c'est fait comme ça. Parfois, il y a des focus aussi thématiques sur certains sujets. Voilà à quoi ça ressemble. Donc maintenant, pour vous donner envie de le lire, j'ai mis 3 points en avant sur chacune des fiches. Donc c'est juste 3 points. Vous avez vu qu'il y a beaucoup plus de recommandations que ça, mais c'est pour vous donner un peu l'état d'esprit de chaque fiche et puis vous donner envie de les lire par la suite. Donc effectivement, sur l'implantation du bâtiment, on va vous amener à vous poser des questions sur l'historique de vos sols. Ça, je l'ai déjà dit. Est-ce qu'il y a eu des pollutions, un historique industriel précédent? Est-ce que vous êtes dans une zone située avec un risque radon? Donc tout ça, c'est des questions à se poser et il y a chaque fois des bonnes pratiques à mettre en œuvre. Se poser la question de l'orientation de votre bâtiment aussi par rapport à la question de où entrera l'air neuf dans un bâtiment. J'ai par exemple audité une crèche à Paris où l'entrée d'air neuf était pile au-dessus de la sortie d'air du parking en sous-sol. Pas bonne idée, quoi. Pas bonne idée du tout en termes de risque benzène. Quel environnement proche? Se poser la question des activités agricoles, industrielles, routières. On vous a mis des liens pour essayer d'estimer la circulation routière à proximité, ce qui vous permet de voir un peu si vous êtes dans une zone à risque ou pas. Et puis des liens aussi pour aller voir où sont notamment les stations je cherche le mot, de relais des ondes. Ça s'appelle pas du tout comme ça, mais voilà. Si tu as le mot, Anne, je prends. Sinon, c'est pas grave. Et voilà. Enfin, en tout cas, les antennes relais, j'ai retrouvé. Voilà, parce qu'il y a aussi des réglementations par rapport à ça. Donc, quand on regarde voisinage agricole, donc déjà, vous donnez des liens pour savoir à quelle réglementation vous êtes soumis. Souvent, il y a des règlements locaux, en tout cas départementaux, des arrêtés départementaux qui serait bien que vous connaissiez pour votre région, parce que les agriculteurs sont parfois soumis à des choses assez carrées, et donc c'est bien que vous le sachiez. Une fois que vous savez ça, l'idéal quand même, c'est de mettre en place une concertation avec les agriculteurs à proximité sous forme de charte, notamment tout simplement de leur demander de communiquer sur les épandages, avoir les dates, que les directrices de structure aient des SMS quand ça arrive pour pouvoir effectivement s'organiser en fonction. Et puis voilà, on vous a mis des éléments, des ressources pour aller plus loin, notamment sur l'efficacité des haies, les distances idéales ou moins idéales pour construire une crèche en zone rurale. Sur le volet matériaux, vous allez trouver un point sur les labels et les certifications fiables concernant notamment les peintures et les sols. Alors, on a surtout traité les matériaux de dernière enveloppe parce que c'est ceux qui sont les plus exposants en termes de sanitaire. On n'a pas été voir les structures extérieures. Donc notamment peinture et sol mou, ce sont les 2 matériaux qu'on a le plus expertisés. Voilà. Après, on a essayé de vous donner notre avis sur certains matériaux écologiques. Il faut faire attention. Donc je pense que David me rejoindra là-dessus sur effectivement l'appel de tout ce qui est vert, biosourcé. Il faut quand même regarder comment c'est fabriqué, comment c'est transformé.
Voilà, il y a aussi des belles innovations et puis des innovations qui sont un peu récentes. Alors, il faut prendre le temps de les évaluer, de les connaître avant de se lancer dans des choses qui sont parfois des fausses bonnes idées, qui sont parfois du greenwashing. Donc, nous, on est très vigilants là-dessus. Et puis voilà, puis toute la question de la mise en œuvre de ces produits pour polluer moins l'air intérieur aussi avec le temps de respecter les temps effectivement pour de dégazage de ces peintures aussi avant de réintégrer les locaux. Sur le volet ventilation et construction, donc c'est effectivement déjà respecter et être en mesure de prouver que vous respectez les débits d'air neuf du dernier décret donc lié à la petite enfance qui est paru au mois de septembre avec un débit d'air qui a été légèrement augmenté par rapport à ce qui était indiqué auparavant. En tout cas, vous devez faire des mesures pour en être sûr. Si vous avez un système double flux, alors il faut bien gérer les filtres, évidemment, parce que sinon on n'arrive pas à pas un résultat correct en termes de qualité de l'air intérieur. Soignez la conception, choisissez un artisan qui s'y connaît, parce que si effectivement les prises d'air neuf sont pas au bon endroit, le système n'est pas étanche, il n'est pas propre. Par exemple, un artisan peut laisser les gaines très sales avant de partir. Voilà. Et donc, du coup, ça peut faire re-rentrer de la pollution parce que les gaines n'ont pas été nettoyées. On nettoie pas un chantier avec n'importe quoi aussi. Ça, c'est important de ne pas laisser rentrer n'importe quel produit pour nettoyer. On n'a pas besoin de produits très technologiques pour nettoyer une structure, même après un chantier. Il faut vraiment éviter certains solvants, certains produits CMR. Attention particulière aux pièces où il peut y avoir, où on a besoin d'aération, comme la salle de change, où il faut que ce soit bien géré, et aussi parfois la buanderie. La buanderie, c'est un endroit où il peut y avoir une grande exposition professionnelle. Parfois, il y a des agents qui y passent plusieurs heures par jour, par exemple pour le pliage du linge. C'est important que ces pièces-là soient aussi aérées. Il faut aussi penser à l'exposition des agents. Et enfin, on a mis un volet sur ce qui existait comme en certification concernant notamment la ventilation. Il y a des choses qu'on peut faire et il y a de plus en plus d'expertise qui se développe sur le sujet. Donc, vous avez des liens vers différentes organismes de certification. Alors, quand vous rénovez un bâtiment ancien, c'est pas tout à fait la même chose puisqu'il y a aussi l'histoire des diagnostics, amiante, plomb, radon, réseau d'eau, voilà, avec tous ces risques-là qu'il faut pas oublier de vérifier. Ça, c'est pour la plupart réglementaire. Les conséquences de l'isolation thermique, l'idée, c'est si on fait un bâtiment archi étanche, qu'on dit aux gens de plus ouvrir les fenêtres, à quoi on est très opposé, alors il faut être quand même vachement sûr de la qualité de sa ventilation double flux. Donc, quand on isole bien, c'est bien d'isoler un bâtiment, mais il faut aussi que le bâtiment respire et qu'on puisse l'aérer facilement. Et puis finalement, oui, effectivement, quel impact sur la qualité de l'air intérieur de toutes ces réhabilitations. En tout cas, se poser des questions, quel que soit l'objet de vos travaux. Retourner dehors, ça, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Donc, retourner dehors, donc il y a un volet dans cette fiche sur le rôle de la nature. Et puis, il y a deux volets, effectivement, deux réserves sur les épisodes de canicule et les épisodes de pollution atmosphérique et comment essayer de quand même continuer à mettre les enfants dehors malgré les évolutions qui sont hélas, liées souvent au dérèglement climatique. En termes de vigilance sur les aménagements extérieurs, là aussi, vous me voyez venir, la question des sols amortissants, la question du choix des essences végétales et de conserver un nombre important d'essences végétales dans vos jardins. Gérer le pollen, je vous l'ai déjà dit, gérer le moustique tigre aussi, gérer les jets d'eau, parce qu'il peut aussi y avoir des risques liés à l'eau stagnante dans des tuyaux, par exemple. Donc voilà, des petites choses qu'il faut penser à gérer quand vous allez dehors avec les enfants. Sur les équipements intérieurs, il y a des questions qu'il faut se poser. Par exemple, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir des sols PVC avec un sol chauffant? Est-ce que finalement le PVC qui chauffe, ça va pas dégager encore plus de phtalate que si c'était le cas? En tout cas, il faut avoir un PVC adapté, notamment un sol chauffant. On peut peut-être aussi se poser la question de est-ce qu'on continue à mettre du PVC au sol dans les structures petite enfance? Il y a d'autres solutions.
Quand on a des climatiseurs, ben, faut les entretenir, ouais, mais pas avec n'importe quoi. Parfois, les personnes qui viennent entretenir vont nettoyer les climatiseurs avec des produits chimiques hyper costauds, donc ça va encore ramener de la pollution. Donc, faire attention à ce qui rentre dans votre crèche. Ne laissez pas n'importe quoi rentrer dans votre crèche. Et puis, sur les ondes, vous avez une obligation en structure petite enfance avec la loi Abeille d'éliminer le Wi-Fi, mais il faut aussi penser que les téléphones fixes mais sans fil dégagent aussi des ondes de façon assez importante. Donc, ça peut être intéressant de repenser à plutôt avoir des prises et installer des téléphones filaires plutôt que tout le temps se balader avec des téléphones sans fil. Sur les meubles, bah, je vous l'ai dit, il n'y a pas tellement de labels fiables. Il y a quelques NF Environnement, mais c'est vraiment marginal, donc c'est un peu la galère. C'est des meubles qui sont souvent beaucoup plus chers. Vous pouvez faire fabriquer chez un artisan avec du bois brut, mais ça aussi, c'est souvent très cher. Donc, c'est pas facile. Les meubles, c'est pas facile. Donc, tout ce qu'on peut vous dire, nous, c'est essayer de déballer ailleurs que dans la structure, d'aérer les meubles avant de les utiliser. Et puis finalement d'essayer d'utiliser moins de meubles rembourrés, puisque sur ces meubles-là, il peut y avoir potentiellement 2 risques. Risque phtalate et risque sur les retardateurs de flamme. Bien que maintenant, il y a des fournisseurs qui, c'est bien, nous revendiquent des meubles sans phtalate, mais ils ne nous disent pas par quoi ils les ont remplacés. Donc ça, c'est toujours le problème de la réglementation qui ne les oblige pas à nous donner l'info sur les matériaux. Alors, quand vous déménagez, réaménagez dans une structure toute neuve, ben, il faut se reposer la question de la conformité du décret QAI, recommencer tout ce que vous aviez fait auparavant, puisque tout est à mettre à jour. Et c'est vraiment le moment de maîtriser ce décret. Évidemment, gérer les questions de retard de chantier, de nettoyage de fin de chantier pour, encore une fois, éviter de mettre les enfants dans une salle qui est pleine de polluants. Et puis, c'est l'occasion de faire le tri dans votre vaisselle abîmée, par exemple, dans les jouets qui sont en plastique mou et puis un peu abîmés, puisqu'on sait que dès que le plastique commence à être friable, évidemment, il peut être mangé par les enfants. Donc, c'est aussi l'occasion de aussi faire le tri dans vos vieux produits de loisirs créatifs pour les limiter au maximum. Donc ça, pour ceux qui m'ont déjà vu en conférence, c'est un sujet qui nous est très cher avec l'équipe qui fait les audits avec moi. C'est aussi limiter les produits de loisirs créatifs qui sont parfois trop nombreux et pas toujours très bien réglementés non plus. Bon, la crèche est finie, on s'installe. Qu'est-ce qu'on fait quand on s'installe dans la nouvelle crèche? On en profite pour mettre en place des nouveaux protocoles, notamment sur l'aération avec l'équipe. Comme je vous le disais, ça peut être aussi changer les protocoles de nettoyage. Ça peut être l'occasion aussi de bien vérifier quand on arrive qu'on a un contrat de maintenance correct sur la VMC, qu'on comprend comment elle fonctionne, qu'à minimum, il ne faut pas être toujours passif par rapport aux appareils qu'on installe dans vos structures. Il faut quand même essayer de savoir quand est-ce qu'il faut s'alerter à minimum quand vous avez ce genre de systèmes qui sont très techniques. Évidemment, et penser à ce que dans le contrat de maintenance, les produits de nettoyage soient indiqués de manière à ce que vous ne retrouviez pas avec des produits cancérigènes pour nettoyer votre BMC. Voilà. Et puis, continuer à aérer. C'est toujours important d'ouvrir les fenêtres et d'aérer. Si on vous dit c'est pas bon pour l'énergie, c'est pas vrai. Si vous aérez quelques minutes, vous refermez les fenêtres, l'inertie thermique va faire que vous n'allez pas forcément perdre je sais pas combien de degrés. Et c'est important, notamment aussi quand vous faites une activité polluante comme de la peinture, d'être capable de très vite aérer vos structures. Donc, ça reste très important. J'ai fait le tour. Il est 15h. C'est parfait. Voilà, donc je pense que le lien, il a déjà dû être mis dans le chat. Et je vais essayer de partager de manière à ce qu'on puisse commencer à discuter. Si j'arrive à arrêter de partager. Je ne sais plus comment on fait. OK. En bas, tu veux que je fasse? C'est bon. C'est parfait. Merci Anne. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais je vois qu'il y a plein de discussions. Je vois plein de discussions. Ouais, il y a énormément de réactions. Il y a à la fois des témoignages et puis aussi des questions. Alors, il y avait une question pratique vraiment, et j'ai dit à Stéphanie qu'elle trouverait fortement, probablement des réponses à ces questions, notamment quels sont les matériaux les moins dangereux pour les enfants en revêtement de sol. Donc, si tu veux balayer la fiche et la montrer, peut-être ce sera possible.
ce que je précise aussi sur ce guide Recocrèche, sur le côté, là, vous avez vu comment ils sont structurés. On peut aller plus loin et vraiment, il y a vraiment des ressources très riches si vous voulez aller plus loin dans vos réflexions. Ensuite, on a eu quelques témoignages de David. Je trouve pas mal effectivement de voir comment la profession s'empare de la thématique. Donc, dans la référence, dans la démarche BDNA qu'il a présentée tout à l'heure, cette question de l'aménagement, les proximités, des pollutions et nuisances, c'est complètement intégré. Il a parlé des fiches FDES. Peut-être ça peut être intéressant d'en parler et on en reparlera, je pense, la prochaine fois aussi. Il y avait le lien vers le référentiel documentaire dont tu as parlé plusieurs fois. C'est bon, Anne-Sophie a répondu. Et puis, on a alors voilà, le contrôle des matériaux. Avec l'exemple du scandale sanitaire en cours là, sur l'oxyde d'éthylène, sur les produits alimentaires, mais qui peut s'appliquer aussi sur les matériaux de construction. Je crois que j'ai vu toutes les questions qui ont été posées sur ton intervention. Ok, alors, tu me rediras hein, si j'oublie des choses, je vais essayer de prendre Ça des marche. notes. Donc la première chose, alors sur les revêtements de sol, alors, a priori on a le plus de résultats, le plus intéressant en termes en tout cas d'émissions ou de peu d'émissions de COV sur des sols, sur un matériau par exemple qui s'appelle le marmoléum, il y a des sols caoutchouc. Souvent, c'est des sourçages qui se font dans des marques allemandes, par exemple, parce que souvent, il y a un petit peu d'avance là-dessus. On a des retours d'expérience sur des collectivités qui n'utilisent plus que ces sols. Alors, c'est pas toujours parfait, c'est pas toujours la même longévité que peut avoir un sol PVC. Mais en tout cas, en termes d'émissions, a priori, on est déjà sûr qu'il n'y a pas de phthalates, ce qui est déjà une bonne chose. Ensuite, tu disais oui, les fiches, il faut lire les FDES. Et ça, c'est les fiches qui sont plus les fiches de données environnementales. Il faut aussi surtout lire les FDS, les deux, hein, donc les fiches de données de sécurité qui vont donner vraiment l'information. Donc, le diable se nichant dans les détails, souvent, vos artisans vont regarder l'étiquetage sur le document qui va vous dire, il y a un petit pictogramme qui va vous dire mon produit, il est comme ça, il est peut-être toxique, il est peut-être irritant, il est peut-être cancérigène. Voilà. Donc ça, c'est une information, c'est une première information, c'est une réglementation qui couvre ça, qui s'appelle la réglementation CLP, qui va d'ailleurs être rénovée parce que jugée pas assez exigeante par l'Europe. Donc ça, c'est en cours. Donc ça donne une première information. Mais si vous voulez, nous, ça nous intéresse de savoir exactement ce qu'il y a dans le produit. Donc les substances les plus dangereuses du produit, elles sont indiquées dans un document qui est la fiche de données de sécurité. Et donc, c'est intéressant d'aller voir dans la fiche de données de sécurité, dans la section 3, hein, ça c'est des choses qu'on donne en formation et que notamment les responsables techniques doivent maîtriser. Dans la section 3, vous avez toute une liste des pires substances utilisées et celles qui sont classifiées. Donc, il peut y avoir des substances, par exemple, cancérigènes ou des choses comme peut passer dans le lait maternel ou des choses comme génotoxiques sur une substance. Mais nous, ça nous intéresse de savoir ça parce qu'à partir du moment où on part du postulat où les perturbateurs endocriniens peuvent avoir un effet à toute petite dose. Donc, même si cet ingrédient il est présent à toute petite dose dans le produit fini, nous, ça nous intéresse de savoir s'il y est et on voudrait que vous n'utilisiez pas du tout, par exemple, de peintures qui peuvent contenir des CMR ou de produits pour nettoyer un chantier qui peuvent contenir l'une de ces substances. Il faut vraiment aujourd'hui aller dans ce niveau de précision parce que les réglementations ne sont pas extrêmement exigeantes. Ça vaut le coup d'aller plus loin et de faire un peu de spéléologie dans les fiches de données de sécurité et puis surtout d'avoir des gens dans vos équipes qui peuvent le faire et qui sont formés, notamment les préventeurs le sont, de manière à bien maîtriser les produits effectivement en lisant les FDS. Et puis les FDES, c'est plus sur les volets environnementaux. Donc nous, on traite plus du sanitaire, mais évidemment, c'est aussi intéressant de savoir si votre produit est OK en termes d'impact environnemental. Tu me reposes une autre question, Anne, parce que Ouais, après, il y avait la question quel contrôle on peut faire, quelles sont les possibilités en interne de contrôle. alors ça, je crois que tu vas peut-être m'aider parce que c'est vrai que c'est possible de faire des contrôles de chantier, mais il faut qu'ils soient annoncés dans les clauses de marché public. Hein.
C'est ce qu'on préconise, ouais. On va en parler. Je ne veux pas spoiler ta partie. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc oui, d'aller sur les chantiers, de juste faire des photos de toutes les étiquettes de produits que vous trouvez sur place et de les comparer à ce qu'il y a dans votre DCE, dans votre dossier, de manière à juste vérifier que ce qui a été posé, c'est ce que vous avez demandé. Et de ce point de vue-là, bien sûr, on s'est amusé à le faire pendant nos audits et on a eu pas toujours des bonnes surprises. Donc, il faudrait, encore une fois, tout ce qu'on raconte, il faut un peu de ressources humaines, hein, ça c'est évident, mais il faudrait quand même faire ces visites un peu aléatoires de chantier parce que vous pouvez recommander une peinture extrêmement vertueuse et puis pas avoir la bonne au bout. Et puis, c'est aussi se poser de la question de est-ce que j'ai vraiment besoin de tout repeindre? Il y a parfois des collectivités, je vous donnerai un exemple, où parce que le mur il est vert, on va repeindre aussi le radiateur tout neuf en verre, mais pour repeindre un radiateur, on utilise des peintures très solvantées pour qu'elles adhèrent. Et donc, c'est des peintures qui sont souvent pleines de produits chimiques dangereux. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de peindre ce radiateur? Parce qu'on sait qu'en plus, il va chauffer. Donc, il va chauffer et les solvants qui sont à l'intérieur vont continuer à diffuser. C'est aussi se prémunir de ça, bien vérifier que sur le chantier, et puis c'est que votre maître d'œuvre fait ça bien, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'éléments que vous ne souhaitez pas, mais c'est vrai que ça nécessite des visites assez fréquentes sur le chantier. Merci. Alors Anne, il y a une question, enfin un point qui est passé, c'était pas vraiment une question, mais n'empêche, je pense que c'est intéressant que tu l'abordes, la question normative en fait, de dire toutes ces bonnes pratiques, ces bons matériaux qu'on identifie, on est confronté quand même à des questions normatives. Là, c'était sur les aménagements extérieurs, aires de jeu et sol, mais on le voit aussi sur tout ce qui est textile. C'est des questions qui reviennent souvent, la question des retardateurs de flamme. Ouais, c'est ça. En fait, il y a des choses qui sont des normes, mais faut pas confondre réglementation et normes. Déjà, il y a des normes qui sont obligatoires et réglementaires et d'autres pas. Donc évidemment, c'est vrai que sur l'extérieur, par exemple, il y a des normes extrêmement drastiques draconiennes sur les aménagements, les petits toboggans, tout ça en termes de chute, de danger pour les enfants, de se coincer, voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on peut pas commander un petit toboggan chez un artisan du coin parce qu'ils souvent ils sont pas capables de respecter tout ça parce que c'est extrêmement chronophage et onéreux. Donc c'est vrai qu'on se retrouve toujours un peu à tourner en rond sur quelques grands fabricants qui sont capables de fournir des meubles d'extérieur adaptés à l'âge des enfants. Donc ça, c'est vrai que c'est une contrainte. Je suis d'accord avec ça. Bon, ça c'est la première chose. Et tu me disais la deuxième partie, sur les textiles. Les textiles, alors c'est pareil, normalement, après il y a aussi tout ce qui est réglementaire et tout ce qui est devenu un truc automatique, un argument de vente. A priori, sur l'inifugation, dans la réglementation, il y a seuls certains éléments qui sont obligatoirement inifugés. Par exemple, les meubles qui doivent être fixés au mur doivent avoir des matériaux doivent avoir une certaine résistance au feu qui doivent être prouvés. Donc ça, c'est des normes avec M1, M2. Enfin, c'est la façon dont la résistance au feu qui est mesurée. Or, ça c'est devenu un argument de vente. Et donc, des petits tapis de sol, par exemple, où c'est absolument pas obligatoire au niveau réglementaire qu'ils soient inifugés, eh ben, la vérité, c'est que sur le marché, vous n'en avez presque que des inifugés parce que c'est devenu un truc, un argumentaire positif. Sauf que pour nous, ça l'est pas tout à fait parce que déjà, on s'inquiète de avec quoi ça a été inifugé et on n'a pas toujours l'info. Et puis parce qu'on a des données, et des données de l'ANSES notamment, qui disent peut-être que cette inifugation, elle marche pas, c'est pas hyper efficace pour sauver des vies en termes de feu. Et ce qui a été prouvé, c'est ce qui sauve les vies, c'est probablement plus les détecteurs de fumée qu'on a mis en place partout, et ça a été prouvé. Et il y a des études en France et des études aux États-Unis qui commencent à dire, mais franchement, est-ce que ça sert à quelque chose de mettre des retardateurs de flamme? Pour l'anecdote, aux États-Unis, ils s'étaient même amusés à mettre des retardateurs de flamme dans les pyjamas des enfants, ce qui depuis a été retiré du marché. Voilà. J'avais vu passer l'info. Alors, n'hésitez pas à compléter. Il y a une question sur les matériaux. Que pensez-vous des sols en liège? À l'extérieur ou à l'intérieur? Je pense qu'on parlait de l'intérieur. Là, c'était sur les discussions sur linoléum, lino-marmo.
Ça dépend toujours de l'information qu'on a sur de la transparence du fabricant, parce que si c'était que, enfin, si c'était que du liège aggloméré sans aucun liant, après la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il y a une résine pour l'agglomérer, quelle résine, est-ce que c'est une pose collée ou une pose posée? Euh, si c'est collé, faut se demander quelle est la colle. Donc moi je connais, alors je suis pas spécialiste de tout, hein, donc je connais pas toutes les fiches techniques de tous les sols liège. Il y a peut-être des choses très vertueuses, mais en tout cas il faut pas se précipiter en se disant youpi, c'est du liège, hein. C'est la même histoire que sur les contenants alimentaires en bambou, hein, où on se dit, ah, c'est génial. Enfin, il y a plein de gens qui se sont précipités. Nous, on a toujours été un petit peu inquiets parce que on se disait, ah, c'est super, c'est du bambou, mais c'est pas quelqu'un qui va sur un arbre et qui frotte et puis on a une tasse, hein. La vérité, c'est que c'est aggloméré avec des résines fabriquées au bout du monde ou dans des pays où on respecte pas forcément la réglementation, même pas la réglementation européenne en termes de matériaux, d'ingrédients, on n'a pas la traçabilité. Et puis après, comme c'est pas très bien tenu, dès qu'on chauffe ou dès qu'il y a, une relation avec un produit acide ou quand on va manger dedans, ces résines, elles vont se déliter et on va les manger. Donc, et tout ça a conduit à l'interdiction de la vaisselle mélaminée type bambou là, en bambou sur le marché là depuis cet été. Il y a il y a une notification de la DGCCRF via Que Choisir, je crois, qui a dit que stop, on arrêtait la vaisselle en bambou, par exemple. Mais ça c'est exactement la même histoire. C'est le bambou, c'est une bonne idée. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le biosourcé. Le biosourcé, il peut être super vertueux au niveau sanitaire ou pas du tout, hein. Donc il faut pas, c'est pas parce que il n'y a pas le gentil végétal et le méchant chimique, hein. C'est pas aussi manichéen que ça, c'est plus subtil. Et donc il faut se creuser un peu la tête avant de se précipiter dans une solution écologique et puis bien réfléchir au niveau sanitaire. Super, merci. Alors, sur les questions de l'aménagement extérieur, une question de Stéphanie, avez-vous des infos sur des plantes qui permettraient de diminuer la pollution extérieure? Extérieur, non. Alors Extérieure. déjà, intérieur, aucune étude n'a vraiment conduit à quelque chose de probant, ou en tout cas quelque chose de très efficace. C'était des efficacités minoritaires. Et à l'extérieur, non, je ne sais pas du tout. Je sèche sur cette question-là. Bon, écoute Stéphanie, si tu en sais plus, tu pourras partager à tout le monde. Est-ce qu'il y a encore une question? Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas vue passer et qui vous semblait importante? Alors, existe-t-il une alternative au sol souple extérieur ou sur un sol où rien ne pousse, notamment là où les enfants roulent avec leur vélo? L'endroit où ils roulent avec leur vélo, c'est bien de leur mettre un sol stabilisé, que ça peut être du dur, hein. Enfin, il y a des gens qui mettent du béton ou un produit de ce type-là, hein, donc des sols durs. La meilleure réponse que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de sol parfait pour l'extérieur. Je crois que la solution parfaite, c'est un mix de plusieurs sols. Et pourquoi pas garder un peu de sol amortissant là, vraiment juste en dessous des zones de chute, mais vraiment en ne l'utilisant pas de manière détournée. Garder de l'herbe quand on peut, et effectivement, ça dépend un peu de la nature de vos sols, c'est pas toujours possible. Il faut avoir quand même une grande étendue parce que sinon les enfants piétinent et vous vous retrouvez avec de la gadoue en 2 minutes. Voilà, il y a certaines personnes qui mettent en place des petites terrasses en bois. Ça peut être, voilà, on a certaines personnes qui ont essayé le liège, mais c'est pareil, le liège, quel liège? Voilà, c'est peut-être la solution, c'est peut-être de mixer un peu les espaces et se poser la question de différentes fonctions de votre jardin, de l'organiser comme ça. Remettre des petites pentes douces aussi avec de l'herbe où on peut gigoter en montant, descendant sans se faire mal. Voilà, mais c'est beaucoup de réaménagement paysager aussi nécessaire. Et quand effectivement on n'a pas un terrain génial, il n'y a pas énormément de solutions. Mais en tout cas, la pire des solutions, c'est certainement de mettre du sol mou en caoutchouc recyclé, en pneus recyclés partout, quoi. Ça, c'est des trucs qu'il faudrait éviter. Ok. David a apporté un complément de réponse sur la question des aménagements extérieurs. On nous pose des questions sur le nettoyage. Alors, bon, moi, tout le monde me pose la question de l'eau ozonée. C'est pas forcément le lieu là aujourd'hui parce qu'on parle de bâtir et reconstruire, mais je vous invite à
à échanger via notamment le réseau Safely. Et puis, c'est peut-être une bonne transition sur ma dernière diapositive. On communique autour notamment, je vais essayer juste de vous partager mon écran, la communauté d'acteurs du plan régional santé-environnement. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Un peu mou là. Hop. Voilà. Vous avez le lien qui est ici, donc de notre partenaire ARS. Si vous souhaitez participer à cette communauté d'acteurs du plan régional santé-environnement en Nouvelle-Aquitaine, voici l'adresse mail et ça vous permettra effectivement de pouvoir partager avec les autres opérateurs. Alors, je vais. On peut peut-être juste. Il y a une question sur laquelle on pourrait répondre sur il y a le gazon synthétique pour l'extérieur. Est-ce que tu souhaites peut-être répondre à ce point-là? Le gazon synthétique. Peut-on utiliser du gazon? Pardon? Oui, peut-on utiliser du gazon synthétique pour l'extérieur? Alors c'est pareil avec parcimonie, quel gazon extérieur. Il a un défaut, c'est qu'il finit aussi par s'abîmer et qu'il peut être les petites particules qui peuvent être mangées par les enfants. Parfois il est stabilisé et accroché sur un revêtement de sol de base qui est lui-même en caoutchouc recyclé. Et le caoutchouc recyclé, on aimerait vraiment l'éviter. Donc ça dépend aussi de quel gazon synthétique vous pouvez utiliser. Il y a aussi des stabilisateurs en plastique genre polyéthylène, hein, du coup, qui peuvent être un peu moins polluants. Voilà, ce qu'on peut dire aujourd'hui, il n'y a pas de super bonne solution, il y a des moins mauvaises. En tout cas, attention effectivement à l'âge de vos sols en gazon synthétique parce notamment quand il y a eu des épisodes de gel, ils ont tendance à se déliter et après les enfants ils mangent tout quoi. Donc c'est genre le problème en toute petite enfance, c'est le main-bouche. Je voulais juste te dire, Anne, c'était l'occasion, tu disais on peut pas tout traiter, notamment par les questions de ozonés ou ce genre de choses. C'est l'occasion pour nous de vous annoncer qu'on va rédiger ensemble avec 3AR un guide Recocrèche 3 qui sera vraiment dédié que au nettoyage et aux solutions de nettoyage un peu innovantes. En fait, c'est un guide spécial nettoyage post-Covid aussi pour qu'on intègre tout ce qu'on a appris pendant la crise pour gérer à la fois le risque épidémique et le risque chimique sur le nettoyage des EAJE. Et donc, on espère une publication avant la fin de l'année prochaine. Merci pour cette transition. Alors, je vais bientôt clôturer cette session. Alors, comme les dernières fois, hein, on aura un petit temps off une fois que j'aurai arrêté l'enregistrement. Mais je vous rappelle donc que les prochains rendez-vous, donc il y a notre webinaire, le deuxième sur Recocrèche 2, donc sur les 3 fiches dédiées à la commande publique. Donc, on vous invite vraiment à relayer largement auprès de vos services acheteurs et prescripteurs aussi, un service technique, et éventuellement les maîtres d'œuvre avec qui vous travaillez pour participer à ce prochain webinaire. Donc, c'est le 3 décembre, c'est le même lien et on va vous renvoyer de toute façon la vidéo du jour. Le midi circulaire dédié à l'intégration des questions santé-environnement, donc avec une intervenante qui est bien connue au niveau national, qui s'appelle Suzanne Déouf. Alors, attends, j'ai plus la date, le 16 décembre. David vous a mis le lien d'inscription dans le chat. Alors, j'ai le 23 novembre, il y a une journée, mais c'est complet, une journée dédiée aux activités Safely, de présentation de toutes les actions Safely. Donc, ce sera à Bordeaux et c'est une journée en présentiel. Et on aura la journée, le pendant côté acheteur, le 14 janvier, aussi à Bordeaux, au département de la Gironde. Et on n'a pas encore lancé trop les invitations, mais sur notre site, vous pouvez trouver l'information. J'arrête l'enregistrement. Je vous remercie pour votre attention et votre participation active. Voilà.